Les nouveaux algorithmes de YouTube étant friands de commentaires et pouces en l'air comme disent les jeunes, N'hésitez pas à vous exprimer si vous voulez aider à un meilleur référencement de la chaîne. Bisous. Putain mec, tu me croiras jamais hein. Ils vont sortir le Don Quichotte de Terry Gilliam. T'es pas sérieux? Mais je te jure, ça va faire la clôture du festival de Cannes. Ah, qu'est-ce que tu fous? Oh putain mec, j'ai fait un de ces cauchemars. Quoi? J'ai rêvé qu'on était là, tous les deux exactement comme ça, et tu venais de me dire que Don Quichotte allait sortir au cinéma. Tu sais le film de Terry Gilliam? Mais n'importe quoi. Gilliam sortirait son Don Quichotte. Ouais, je sais, ça m'étonnait aussi. Salut les internets, salut Thomas, vous regardez Les Squatteurs de Ciné. Et cette semaine, on a squatté pour vous. Je sais même pas si je vais arriver au bout de cette phrase Thomas, tellement l'émotion me submerge. Il faut que ça sorte. On a vu l'homme qui tuait Don Quichotte de Terry Gilliam. Je pensais même pas pouvoir le dire une seule fois dans ma vie, c'est incroyable. Il est sorti au Cinoche, ça y est, ça fait 20 ans qu'on attendait ça. C'est sans doute le film le plus maudit de toute l'histoire. C'est l'Arlésienne du cinéma mondial, mais moi je pensais vraiment jamais le voir avant peut-être de voir mes petits-enfants naître, Thomas, tu penses bien? Mais je comprends, mais faut dire qu'on a mis toutes les chances de l'autre côté. On en a quoi, 158 cierges, 158 cierges, 14 poulets, 15 en comptant celui de ce matin, ouais, sans 15 compter sacrifices de poulet. Sans compter le crédit d'indice qu'on paye toujours pour payer ces salopards de chamans qui nous ont arnaqués. Enfin bref, on va vous parler du film et Dieu sait qu'il y a des choses à vous dire sur ce film. Mais avant ça, est-ce que Thibaut, s'il te plaît, tu peux nous faire ta désormais traditionnelle présentation du réal? Bah écoute, petite présentation sans problème, pas exhaustive tant le bonhomme a fait énormément de trucs. Mais en tout cas, on la lance et c'est parti. L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, acteur, scénariste et réalisateur britannique mais né américain en 1940. Après des études en sciences politiques, il se dirige très vite vers sa première passion, le dessin, plus particulièrement la caricature, influencé par des magazines satiriques comme Mad, et s'offre même une collaboration avec René Goscinny pour le magazine Pilote au milieu des années 60. Au début des années 70, il rejoint la troupe d'humoristes désormais culte des Monty Pythons et fait les beaux jours de la télévision anglaise avec la série Monty Python's Flying Circus. En 1975, il co-réalise son premier long métrage Sacré Graal, mais c'est en 1981 qu'il assure son premier succès en solo avec Bandy Bandy qui compte notamment Sean Connery au casting. En 1985, il assoit avec Brasil sa réputation de réalisateur sur lequel il faut désormais compter, puis déploie sa folie avec les aventures du baron de Munchausen en 1988. S'inspirant de la jetée de Chris Marker, il sort L'Armée des 12 singes en 1995 avec Bruce Willis et Brad Pitt, et poursuit dans une virée sous psychotrope avec Las Vegas Parano en 1998. Délaissant momentanément son projet maudit Don Quichotte, il réalise dans les années 2000 des films plus ou moins réussis qui restent mineurs tout de même dans sa filmographie. Côté casting, on retrouve Jonathan Pryce dans le rôle de Don Quichotte et aperçu récemment en grand moineau dans la série télé Game of Thrones, Adam Driver qui continue son ascension après des passages chez Spielberg, Scorsese ou Söderbergh, le stakhanoviste Stellan Skarsgård aperçu entre autres dans le très bon thriller nordique Refroidi, et Olga Kurilenko à l'affiche cette année de Dans la brume, film de SF français chroniqué sur notre chaîne. Comme on l'a vu, une carrière assez dense du bonhomme. Hein. Mais alors, mon cher Thomas, avant de passer à la suite de la vidéo, est-ce que tu peux, dans ton immense manséitude et pleine de talent, nous pitcher le film, s'il te plaît? Je peux essayer en tout cas, écoute. Le film nous raconte l'histoire de Toby, donc interprété par Adam Driver, un réalisateur de pub devenu star, qui se trouve en plein tournage en terre espagnole dans l'univers de Don Quichotte, et qui, un peu en mal d'inspiration, décide de retourner voir les villageois qui, 10 ans plus tôt, il avait embarqué dans son projet de fin d'études, un film déjà consacré à Don Quichotte, et qui va donc retrouver et renouer contact avec Jonathan Pryce, le cordonnier du village, qui est depuis littéralement devenu Don Quichotte, et à son tour, par un jeu de péripéties un peu loufoque, devenir son fidèle écuyer Sancho Panza. Bref, tout un programme en espagnol, mon ami Thibaut. Vous l'aurez donc évidemment bien compris, hein, ce film n'est pas l'adaptation littérale du Don Quijote de Cervantes, mon cher Thomas en espagnol, mais bien un scénario sorti tout droit de l'esprit de Terry Gilliam. Bon, reprends-toi mon cher Thomas. Alors pour que tout le monde puisse partir sur les mêmes bases, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle le bouquin à l'origine, s'il te plaît? Pas de problème. Donc comme tu l'as rappelé, ça a été écrit par Cervantes, hein, c'est donc un des immenses classiques de la littérature espagnole du XVIIe siècle, qui nous raconte donc l'histoire de cet homme passionné par des romans de chevalerie, et qui un jour va un peu fendre le casque, hein, tout simplement, et devenir incarner ce personnage de Don Quichotte, ce chevalier errant qu'il s'est lui-même créé, et partir sur les routes d'Espagne, donc pour lutter contre le mal et aider les opprimés, et va embarquer dans sa quête un peu folle un paysan du coin un peu naïf, donc le fidèle Sancho Panza, contre la promesse de faire de lui un roi. Il deviendra donc son écuyer, voilà, c'est ça. Voilà, donc évidemment un film qui traite avant tout de la folie des hommes, et d'un homme en particulier, donc voilà pourquoi Terry Gilliam s'est emparé de cette œuvre bien évidemment, mais aussi c'est un livre qui à l'époque déjà dénonçait pas mal le système politique et notamment des castes
en Espagne, mais c'est aussi un livre qui dénonce pas mal tous les mœurs médiévales et les idéaux chevaleresques qu'il pouvait y avoir à l'époque. Donc il y a énormément de choses à dire, c'est un bouquin assez somme tout de même, qui est quand même réputé assez compliqué à adapter à l'écran. C'est ça, parce que il y a déjà eu de très nombreuses adaptations en ciné. Et moi, même je trouve à la que télé aussi. À la télé aussi, ouais, mais je trouve que vraiment cet esprit un petit peu de dénonciation, voilà, c'est quelque chose qui ressort encore aujourd'hui à l'écran, parce que moi il y a une scène qui m'a particulièrement fait marrer dans le film, c'est quand Don Quijote tombe sur ce troupeau de moutons qui confond avec des croyants en pèlerinage. Voilà, moi ça m'a Oui, c'est vrai que c'était bien vu, moi aussi ça m'a fait marrer. Ça fait donc des années qu'on attendait de voir ce que Terry Gilliam voulait nous montrer avec ce film. Faut dire que la gestation aura été plus que douloureuse, ça fait au moins 20 ans qu'il y est, non? Ouais, c'est ça, depuis la fin des années 90, en fait, Gilliam, il veut adapter ce bouquin à l'écran, non sans mal. Attends. Quoi? Regarde, l'écran, il est tout noir. Ah putain, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette cam, là? Ça fait jamais ça, normalement. Ah, je sais pas. Ah, ça y est, c'est revenu. Oh putain, mais ça nous porte la poisse, ce film, c'est quoi ce délire? Je sais rien, on verra bien. Bon, c'est pas grave, on fera un cut. Du coup, oui, depuis le début des années 2000, donc, il a réussi à réunir son casting idéal, donc Jean Rochefort dans le rôle de Don Quichotte, Johnny Depp dans le rôle de Sancho Panza, et Vanessa Paradis dans le rôle de Lady Dulcinea, mais évidemment tout ne va pas se passer comme prévu. À quelques jours du début du tournage, Jean Rochefort se tape une hernie discale et ne peut plus du tout monter à cheval, ce qui pour le personnage principal est un peu ballot, tu me diras, hein, quand même. Puis le lieu de tournage super bien choisi, à côté d'une base de l'armée américaine avec ses F-16 qui survolaient le plateau mal insonorisé. Du coup, c'était vachement pratique pour les pluies. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont eu aussi? Bah, ils ont eu des pluies diluviennes dans une région où il pleuvait quasiment jamais, ce qui a entraîné des torrents de boue qui ont du coup complètement flingué une partie du décor et du matériel, donc ça c'est magnifique. Ouais, sans parler aussi des conflits avec l'équipe du film et puis les problèmes d'organisation. Enfin, bref, au bout de 10 jours, ils ont cessé le bal et le film a tout simplement été annulé, mais il n'en est pas tout à fait rien ressorti non plus. Voilà, c'est vrai, de cette complète salade tomate-oignon avec sauce samouraï en plus, il en est sorti un magnifique making-of qui est devenu un documentaire, donc le fameux Lost in La Mancha de Keith Fulton et Luis Pepe, qui est sorti en 2002, je crois, et que tout bon cinéphile se doit d'avoir vu. Et puis si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas, c'est disponible dans toutes les bonnes boucheries, c'est super instructif et intéressant. Et le top du top, c'est que les galères ne se sont même pas arrêtées là. Ah, tu penses bien, sinon ça aurait été beaucoup trop simple s'il avait pu sortir son film dans des conditions optimales. Ouais, parce que je crois qu'après toutes les galères techniques, il lui manquait que les ennuis judiciaires. Et ben voilà, maintenant qu'il s'est décidé de reprendre le tournage du film, et ben Paolo Branco, un producteur, a décidé de l'attaquer en justice pour des histoires de droit. Il a tenté de faire interdire le tournage, interdire la sortie en salle, interdire les diffusions à Cannes. Enfin bref, ça a été un bordel, mais jusqu'à la fin. Et en plus, Don Quichotte, j'ai l'impression que c'est un projet maudit, pas uniquement pour Terry Gilliam, puisqu'à l'époque, l'immense Orson Welles projetait d'adapter ça en film. Il avait commencé le tournage, il a jamais pu terminer son truc, et il n'en subsiste que seulement quelques bribes, comme quoi, hein, un projet, quand il est maudit, il l'est jusqu'au bout. Donc je déconseille à tout jeune cinéaste de commencer par Don Quichotte pour un premier long métrage, c'est une très mauvaise idée. Ça sent pas bon. Alors bien évidemment, toutes ces péripéties ont fortement nourri le film et l'histoire du film, tant et si bien que pour moi, c'est vraiment un film autobiographique, tout simplement. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais j'ai envie de dire que L'homme qui tua Don Quichotte, c'est un petit peu le petit Terry Gilliam illustré pour les nuls, t'en penses quoi? C'est clairement le plus Gilliamesque de tous les films de Gilliam. Ouais, c'est un film somme, en fait. Ouais, clairement. Et puis d'ailleurs, on nous prévient dès le début, il y a un panneau qui nous dit « Après 25 ans de travail et de galère, enfin on vous livre, poum, le titre du film ». Mais au-delà de se nourrir, je trouve même qu'il a intégré toutes ces galères-là, parce qu'en fait, elles font clairement partie du récit. Regarde, le personnage principal, c'est un réalisateur qui tourne en Espagne, un film inspiré de Don Quichotte, et qui connaît toutes les galères possibles, des galères créatives, des galères techniques, et qui, jusqu'à la fin du film, où son producteur va lui dire qu'ils sont obligés d'annuler le tournage, parce qu'il pleut dans une région où il ne pleut jamais. Bah voilà, c'est clairement tout ce qui s'est passé sur le premier tournage, en fait. Quoi qu'il en soit, après 10-20 ans de déboire, le film est fait et bien terminé. Mais je pense que voilà, il fallait vraiment qu'il passe à autre chose, Terry Gilliam, sinon il aurait pu traîner ce boulet encore sur des décennies. Mais alors si tu me permets de faire un petit peu de psychologie de bas étage, hein, pour moi, L'homme qui tua Don Quichotte, c'est vraiment une mise en abîme de la vie de Terry Gilliam, tout simplement. Et allez, n'ayons pas peur des mots, une sorte de catharsis, et si on veut extrapoler, peut-être une sorte d'exorcisme pour Terry Gilliam. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, tout à fait. Et puis allez, j'irai même encore plus loin, parce que j'ai envie de dire que c'est parfait que ce soit Terry Gilliam qui a adapté Don Quichotte, parce que pour moi, Terry Gilliam est Don Quichotte comme les spectateurs du film sont ces Sancho Panza. J'ai pas compris, mais vas-y. Bah écoute, je vais développer. Je veux dire par là que dans le bouquin, en fait, Sancho Panza est contraint de suivre les élucubrations d'un mec complètement
possédé par son envie de se dépasser. Et là, le spectateur, il est un peu pareil. Il doit adhérer à la vision complètement loufoque et dingue de Terry Gilliam, mais il y adhère de façon totalement volontaire. Et c'est en ça que le spectateur est Sancho Panza. Et allez, j'irai même encore plus loin, et là, j'arrête après là-dessus. Dans le bouquin, on promet à Sancho Panza un royaume dont il serait roi. Et est-ce que L'homme qui tua Don Quichotte, le film, ce ne serait pas le royaume promis au spectateur? Écoute, je sais pas, mais en tout cas, il y a les cahiers du cinéma qui viennent d'appeler, je crois qu'ils veulent récupérer leur édito. Oh, quel enfoiré. Ce qui identifie vraiment ce film comme un film de Terry Gilliam, au-delà de ce côté très rêverie, c'est vraiment le côté bordélique du film. Je veux dire, ça alterne systématiquement entre les passages dans le présent, les passages sur le tournage du précédent film 10 ans avant, les passages de ce film en lui-même qui est en noir et blanc, et des passages beaucoup plus oniriques, beaucoup plus fantasmés, enfin bref... Associé au fait que les liaisons sont parfois un peu dangereuses, on va dire, je trouve que ça donne un côté vraiment bordélique au film. C'est impossible à suivre. Ce qu'il y a, c'est que ce côté bordélique, malheureusement, c'est la patte du cinéma de Terry Gilliam. En fait, tous ces films sont plus ou moins bordéliques. Alors, faut pas se le cacher, hein. Terry Gilliam, c'est quand même un réalisateur qui a la folie des grandeurs, mais malheureusement qui a jamais le budget pour toutes les idées qu'il a dans la tête. Ce qui fait que souvent, ces films, on a l'impression qu'ils sont faits avec 3 bouts de ficelle, et c'est un peu souvent le bordel. Moi, je pense que c'est un réal qui continue d'écrire beaucoup en salle de montage, et ça serait quand même intéressant de voir les storyboards en pré-prod et de les comparer avec le film, parce que je pense qu'il y a tellement de choses qui changent, parce que ce mec-là, il a tout le temps des idées sur d'autres idées, qu'en fait, il est quand même assez instable en termes de créativité, je pense. Alors, le problème, c'est que du coup, je suis même pas sûr qu'il sache lui-même tout le temps ce qu'il est en train de nous raconter, et... Moi, c'est quelque chose qui me déstabilise et qui, du coup, me met un peu mal à l'aise et j'aime pas trop ça. Même si, je dois bien admettre que dans ce Don Quichotte, il y a quand même un fil rouge assez facile à suivre. C'est beaucoup moins problématique, par exemple, que dans un de ses précédents films qui était l'Imaginarium du Docteur Parnassus, où là, c'était vraiment juste une tannée du début à la fin, quoi. Alors pour revenir sur le côté réalisation, c'est vrai que Terry Gilliam, il a un style qui est quand même ultra reconnaissable parmi tous les cinéastes, notamment dû à son utilisation, on va dire quasi, peut-être un peu excessive pour certains, du grand angle. Ouais, alors le grand angle, pour ceux qui n'y connaissent rien, ce sont ces objectifs qui vont avoir un angle de vision plus ouvert que l'œil humain, c'est-à-dire en dessous de 50 mm pour être très technique, et qui vont avoir par contre tendance à déformer un petit peu les lignes droites, donc c'est très utile quand on veut filmer par exemple un paysage, et si on pousse la logique vraiment à l'extrême, on arrive aux objectifs dits fisheye, qui rend donc un angle de vision à presque 180 degrés, mais qui en contrepartie déforme extrêmement l'image pour lui donner un aspect un petit peu de bulle, extrêmement rond en fait, voilà. Et donc Gilliam utilise beaucoup ces objectifs aux environs de 14 mm, pour vous dire à quel point un objectif 14 mm dans le cinéma, c'est appelé un Gilliam, voilà, ça veut tout dire. Voilà, et donc pour eux, c'est des objectifs qui sont pas très utilisés pour filmer les comédiens, parce qu'évidemment, ça déforme beaucoup, ça leur fait des gros pifs, des choses comme ça. Donc au cinéma, on a plutôt tendance à sublimer les acteurs et les actrices. Mais lui, Terry Gilliam, il s'en fout, lui, il colle les objectifs sous la gueule de ses comédiens pour leur donner des tronches un peu bizarres et pour transmettre un peu la folie à ses personnages. Et de manière générale, Gilliam, c'est quelqu'un qui aime beaucoup déformer les visages. On a vu ça dans Brésil, par exemple, ou dans même Las Vegas Parano, et même là exactement dans L'homme qui tua Don Quichotte. Et aussi une autre chose qui est très significative de son style de mise en scène, c'est l'utilisation de plans penchés, ce qu'on appelle des Dutch angles en anglais, ou plans débulés ou déstabilisés, je sais pas trop comment on pourrait dire ça en français. C'est-à-dire qu'en gros, la ligne d'horizon qui sera sur le plan là ne sera pas horizontale, mais sera oblique à 35-45 degrés. Par exemple, ça ressemble à ça. Voilà la représentation parfaite d'un Dutch angle. Parfaite. Bon voilà, c'est des plans qui participent à la réalisation de Terry Gilliam. Après, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je suis plutôt client de ce type de plan-là. Ça a un peu tendance à casser les codes habituels du cinéma, et je trouve que c'est assez... Allez, ça donne une petite bouffée d'air frais dans un cinéma qui est de plus en plus aseptisé, je trouve. Ouais, mais je suis pas d'accord, parce que si justement on les utilise pas d'habitude au cinéma, c'est pour une simple et bonne raison, parce que c'est assez laid en fait, tout simplement. Carrément. Ouais, je sais. Alors, je sais que ça participe à son style de cinéma, que c'est fait exprès, ce côté un peu malaisant de ces scènes-là, mais voilà, c'est très personnel, mais moi ça me gêne vraiment trop pour que je puisse me dire que ça me plaise. Après, il y a d'autres choses qui sont objectivement laides dans le film. Il y a quelques effets spéciaux, du sang qui gicle à la fin sur un pied, enfin voilà, c'est quand même super. Puis même mal au foutu, début, quoi. oui, quand t'as le Don Quichotte qui se prend dans les pales
du moulin, c'est pas très bien fait, le personnage est un peu rigide, mais c'est un peu toujours comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, Gilliam, c'est toujours un mec qui a des super idées visuelles, mais qui manque toujours un peu de budget pour les faire, et Dr Parnassus, il en souffrait totalement de ce truc-là, il y avait plein de plans qui étaient ultra laids, qui puaient le fond vert à pleine balle, quoi. Par contre, une des scènes qui est par contre très réussie et très jolie dans le film, c'est la scène, je trouve, dans la roulotte, où on a Adam Driver qui rentre dans cette roulotte-là, et qui voit cette espèce de Don Quichotte au fond, cette caravane complètement acculée, qui a vraiment tourné à la folie. Et je trouve de le voir passer à travers ce drap blanc où est projeté son film de fin d'études en noir et blanc, je trouve que l'image est assez belle et que le film prend vraiment un tournant à partir de cette séquence-là. Moi je trouve que vraiment les émotions sont là, que cette scène est très très bien réalisée. Ah oui, je suis complètement d'accord, c'est une des plus belles scènes du film. En plus, il y a une espèce d'allégorie du passage, là, quand il traverse son propre film, c'est assez intéressant même en termes de symbolique. Moi je la trouve vraiment super bien. Il y a d'autres choses que j'aime bien de la réalisation de Gilliam. Attention, j'ai pas dit que je détestais sa réalisation. Il y a notamment la manière qu'il a de jouer avec le quatrième mur. Vous savez, c'est cette fameuse manière qu'il a de faire en sorte que ses personnages se rendent compte ou savent qu'ils sont dans un film. Il y a un moment où Adam Driver, par exemple, parle à un homme en anglais qui lui répond en espagnol. Donc il y a des sous-titres et ça le gonfle. Alors il pousse avec la main les sous-titres et il dit au mec, bah maintenant on va se parler en anglais, ce sera plus facile pour que tout le monde comprenne. Voilà, c'est rigolo, c'est un peu décalé, c'est pas lourdingue, c'est très british dans l'esprit et moi ça me fait vraiment marrer ça. Ouais, c'est vrai que ça c'était pas mal, ça m'a fait marrer aussi. Par contre, moi je trouve le gros point noir du film, c'est au niveau de sa durée et de son rythme. Ça, je pense que c'est aussi dû au développement chaotique du film. Je sais pas, on va peut-être pas refaire l'histoire, mais en tout cas, le film fait 2h12, mais pour moi, il y a quand même 20 minutes à une demi-heure de trop. Il y a quand même un ventre mou au milieu du film où il se passe plus grand-chose, jusqu'à cette séquence finale qui dure peut-être elle aussi 20 minutes ou une demi-heure dans le château du Russe, qui je trouve est un peu, même s'il y a des très belles idées visuelles, qui est quand même un poil longuette, et finalement, si tu peux me permettre cette expression Thomas, je trouve que ça porte pas beaucoup d'eau au moulin de l'histoire, quoi. Je suis content de cette blague. Ouais, il y a Laurent Ruquier qui a appelé, vous allez merde, pas Laurent Ruquier. Ah si, je devais le dire. Bon, il y a au moins un point sur lequel on a réussi à se mettre d'accord. Faut dire que c'était quand même globalement assez indiscutable. C'est la très belle performance des acteurs dans le film, et notamment, évidemment, celle des deux personnages principaux. Ouais, d'autant plus que pour arriver à cette alchimie-là, évidemment, il y a eu, c'était revers sur revers, report sur report. Hein. On se souvient bien évidemment en 2000 du duo Jean Rochefort-Johnny Depp, puis en 2008, Robert Duvall avec Ewan McGregor, pour arriver en 2011 avec encore une fois Robert Duvall et Owen Wilson, relancé en 2014 avec John Hurt et Jack O'Connell, en 2016 Michael Palin et Adam Driver, pour arriver à la timbale en 2017, le fameux duo Jonathan Pryce-Adam Driver. Ouais, mais alors vraiment, je trouve qu'on y a gagné au change parce que ce duo-là fonctionne, je trouve, particulièrement bien. Bon, après, il n'y avait pas vraiment de raison de douter de la performance de Jonathan Pryce. C'est quand même un des acteurs avec toute cette génération d'acteurs britanniques comme John Hurt ou Ben Kingsley, par exemple, qui ont prouvé depuis très longtemps qu'ils sont capables de faire d'excellentes choses, qui sont tout simplement, à mon avis, parmi les meilleurs comédiens au monde, tout simplement. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, même cet Adam Driver-là, qui prouve encore une fois que quand il est bien dirigé, il a vraiment un très très gros potentiel à proposer aux spectateurs. Je trouve que c'est un mec qui a une vraie gueule et qui a su remplacer haut la main Johnny Depp. Et d'ailleurs, mon cher Thomas, en parlant de Johnny Depp... Eh ben, nous, on a une petite théorie qu'on aime bien vous sortir de derrière les fagots. On pense que le personnage du Gypsy, qui apparaît à plusieurs moments dans le film comme ça, de manière assez ponctuée, on pense que c'est tout simplement une référence à l'absence de Johnny Depp. Voilà. C'est surtout parce qu'il était vachement moins cher. Aussi. J'ai presque envie de dire tout ça pour ça. Malheureusement pour moi, c'est un petit 3 lances sur 5. Je pense que ce film marquera plus l'histoire du cinéma pour sa longue et douloureuse gestation que pour le génie de l'œuvre en elle-même. Reste que l'univers si particulier de Terry Gilliam, associé à la prestation impeccable des comédiens, nous offre quand même un agréable moment de cinéma. Mais peut-être aurait-il mieux valu que ce film reste une chimère de cinéphile, à la star du Dune de Jodorowsky. Pendant 20 ans, ce film aura nourri tous les fantasmes, dont les miens. Je lui colle enfin la note de 4 moulins sur 5. Loin d'être parfait, le film oscille entre des idées rafraîchissantes et un rythme un peu décousu. Malgré tout, on ressent toujours la sincérité d'un réalisateur complètement possédé par son sujet qui peut enfin briser la malédiction et ainsi passer à autre chose. Bref, un film somme qui compile tout le cinéma de Gilliam dans un joyeux bordel organisé. C'était les squatteurs de ciné, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo consacrée à un nouveau chef-d'œuvre du 7e art. Alors lâchez-vous, les commentaires, les pouces en l'air, vous connaissez la musique depuis le temps. Tout team, comme disent les jeunes. Et d'ici là, n'oubliez pas, les films c'est mieux quand on y croit. Et sans procès, c'est toujours plus sympa. Ciao.